Bonjour. Donc du coup, l'idée va être de lancer vite, nous, quelques questions ici, et après, très rapidement, de faire passer un micro dans la salle. Donc n'hésitez pas à le notifier en levant la main si vous voulez poser une question. Et puis, on va avoir des relais aussi avec des questions qui peuvent venir d'un peu partout. Tout à fait. Il marche pas? Allô? Si, il fonctionne. Il fonctionne. Okay. Ouais. Du coup, moi, Luc, je veux bien peut-être recontextualiser un peu le film, puisque il a été présenté à Cannes en compétition en 1999. Il obtient la Palme d'Or. Il obtient aussi un prix d'interprétation. Et la Palme d'Or a été un peu une surprise. Voilà. Où est-ce que vous y attendiez ou pas? C'est un film qui a aussi été présenté en toute fin de festival. Donc voilà, peut-être un peu recontextualiser la présentation du film et puis ce palmarès. Oui. Voilà, d'abord, bonjour et merci d'être là. Donc, effectivement, il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 99, avec des acteurs inconnus, puisque c'est la première fois qu'il jouait dans un film. Émilie, on le savait, devait rester le dimanche, donc ça veut dire qu'elle avait un prix, donc le prix d'interprétation féminine, qu'elle a eu d'ailleurs avec la comédienne du film L'Humanité de Bruno Dumont. Et Sandrine, j'oublie son nom. Et on pense que voilà, on reste avec elle et on va l'accompagner à la soirée du palmarès. Et puis là, bon voilà, on a eu la Palme d'Or. Et c'est David Cronenberg qui était président du jury, qui est un cinéaste que vous connaissez sans doute, ou enfin je ne sais pas parce qu'il a aussi un certain âge. Il a quand même fait encore quelques films, notamment un de ses grands films s'appelait Crash, vous avez peut-être vu. Voilà. Et donc on était très contents et surpris. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change quelque chose, une Palme d'Or? Quand même, oui, ça change. Pour faire les films suivants, c'est plus facile, bien sûr. Mais bien qu'on avait eu l'argent pour faire le film de Rosetta, et je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait un financement, sans financement dans les pays d'Europe par les États, donc par la politique culturelle de chaque État, il n'y a pas de cinéma. Donc, ici en Belgique, nous avons la chance d'avoir une politique culturelle qui a eu quelques problèmes, enfin un manque de financement par rapport à la possibilité qu'il y avait de faire des films. Ça a été aidé par les commissions économiques et puis le tax shelter. Donc je pense qu'on a une vraie structure de production, de financement du cinéma dans notre pays, que ce soit en Flandre ou en Wallonie ou à Bruxelles. Donc voilà, je crois que c'est bien. Et je pense que Rosetta, le fait qu'il y ait eu la Palme d'Or, a aidé aussi à ce que les autorités de nos pays pensent que le cinéma est quelque chose qui en vaut la peine, quoi. Voilà. Pour revenir sur le film même, et puis après on passera la parole, mais il y a une mobilité du cadre qui est radicale dans Rosetta. On est peut-être maintenant habitué à une forme de mobilité du cadre. On a des caméras beaucoup plus légères, mais à l'époque c'était un beaucoup de gens malades, très très fort. Beaucoup de gens malades dans la salle. Parce que si on se met trop près, il faut au moins être à distance de la diagonale de l'écran. Sinon, c'est vrai qu'on a un peu le tournis, voilà. Mais nous, on a toujours expliqué, on n'a pas bougé pour bouger. On a bougé, si vous voulez, je résume, hein, mais quand on est avec Rosetta, on est derrière elle. Comme si elle était en guerre, on est un soldat qui est en guerre, on ne met pas la caméra entre les gens qui se tirent dessus, on la met derrière le soldat. Et on suit notre petit soldat, si je puis dire. Et on ne sait pas où il va. Elle non plus ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas si elle aura du travail demain, si elle n'en aura pas. Elle ne sait pas si elle va pouvoir vendre ses vêtements ou pas. Elle ne sait pas si sa mère... Elle ne sait pas. Eh bien, nous non plus. Donc, pour que vous pensiez, spectateurs, spectatrices, qu'on ne sait pas où on va, bien, très souvent, quand Rosetta va à gauche, nous on va à droite. On continue comme si on ne savait pas où elle... Et hop, après on la rattrape. Donc c'est pour ça que ça bouge.
C'est pour créer la surprise, si vous voulez. Comme si on ne maîtrisait pas notre personnage, que c'est lui qui décide, et nous, on ne sait pas. Voilà. Et comme elle ne sait pas non plus, donc parfois elle change de direction. Par exemple, quand elle est dans le bus, elle va s'asseoir, si vous vous souvenez, et elle voit le boulanger, donc interprété par Olivier Gourmet, le gars chez qui elle va aller travailler à la pâtisserie, à la boulangerie, pour faire les gaufres. Elle le voit, nous on ne l'a pas vu. Et elle revient vers nous, et on est surpris. On retire notre caméra comme ça. Évidemment, tout ça, on l'a répété, mais... Donc, on retire, et puis on la suit, on fait ce qu'on peut, si je puis dire. Un peu comme dans un documentaire où les personnages ne font pas attention à la caméra et ils font ce qu'ils veulent. Bon, c'est un peu ça qu'on a construit. D'où les mouvements. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un pour le baptême du feu et poser une question? Bonjour, moi j'avais une question parce qu'il y a du coup 24 ans, mon père est allé voir en avant-première Rosetta et vous a posé aussi une question. Ah, Et donc je voulais vous en poser une aussi. la transmission, formidable. Voilà. Mais est-ce que pour vous, Rosetta, ça a marqué un tournant dans votre carrière et est-ce que vous avez voulu, pour vos prochains films, vous éloigner de Rosetta ou plutôt calquer vos films dessus? Ça a été un tournant, bien sûr, parce que c'est c'est le plus grand prix qu'on peut obtenir dans le cinéma mondial. Donc, c'est forcément un tournant. Hein. On a pensé que ça pouvait nous paralyser, mais ça n'a pas été le cas. Et je dirais, on n'a pas essayé de s'éloigner ou de se rapprocher, mais bon, c'est certain qu'on a eu quand même un discours venant de la part des distributeurs. Donc, les distributeurs, ce sont ceux qui achètent le film pour le distribuer dans les salles de leur pays. Hein, donc, ces gens sont très importants, évidemment, puisque c'est eux qui achètent ou qui n'achètent pas le film. Et donc, on a eu un discours en disant, attends, quand même, le prochain, essayez de moins bouger. Ça, on a eu ça comme discours. Et peut-être ça a joué un peu inconsciemment, mais je dois dire non. Mon frère et moi, on ne s'est jamais dit, bon, attention, maintenant, le public, il faut faire attention, il n'aime pas quand ça bouge. Je me souviens d'une interview pour le film suivant, Le Fils, où on est à Cannes et on fait une émission en Belgique, il y a une émission à 8h, à l'époque c'était 8h moins le quart, maintenant encore, sur la première, où on avait un journaliste qui nous interviewait. Et il était en même temps liaison avec des spectatrices et spectateurs. Et alors il y a une dame qui dit, moi je me demande quand même si je vais y aller, dit-elle, parce que j'ai été malade quand j'ai vu Rosetta. Alors, je voudrais demander au frère Dardenne si la caméra bouge encore comme ça, parce que j'irai pas. Et moi, je lui ai répondu, mais prenez des médicaments, envoyez votre médecin, comme ça, vous pourrez venir. Ce qui a fait rire un peu cette dame qui était plutôt sympathique. Mais c'est vrai que ça a été un truc, on a beaucoup parlé de ça. Mais le film a très bien marché. Hein. Donc, c'est vrai que la caméra a bougé, mais on a quand même fait 200 000 entrées en Belgique, ce qui est quand même bien, quoi. Oui, alors nous avons des questions d'élèves européens qui sont connectés avec nous et qui suivent la masterclass en ligne. Donc je vais poser la première question de Rafaela, qui est une élève de 5e année du lycée d'Iraklio en Crète, en Grèce. Après Rosetta, une nouvelle loi sur le travail protégeant les jeunes travailleurs a été votée en Belgique. Pensez-vous que votre film a joué un rôle et pensez-vous que vos films peuvent faire changer les choses ? Bon, effectivement, le film a joué un rôle, mais la loi, c'était la ministre Anke Links, à l'époque, qui était ministre des Affaires sociales, avait un projet qui était de permettre à des jeunes qui n'avaient pas encore eu d'emploi, étaient à leur première recherche d'emploi, cette loi permettait à ces jeunes d'être engagés en diminuant les charges sociales du patronat. Donc, vous êtes patronne, vous engagez une jeune
fille ou un jeune garçon, pour son premier emploi, ben, au lieu d'avoir 30% de charge sociale, vous n'en avez plus que 5. Donc c'est avantageux, évidemment, pour une période, évidemment, donnée. Et quand le film est passé, la ministre a pensé, puisque Rosetta est au chômage, enfin, est au chômage, est sans emploi, parce qu'elle n'est pas au chômage, et sans emploi, elle a appelé le plan Rosetta. Et les syndicats lui ont dit, oui, mais Rosetta, elle avait déjà un emploi. Donc, ce n'est pas seulement pour le premier emploi qu'il faut que la loi soit passée, pour le deuxième également. Et elle l'a fait. Et donc, effectivement, et elle a appelé le plan Rosetta. Donc, c'est bien, mais il faut reconnaître que c'était déjà, parce que c'est un moment de crise sociale, comme aujourd'hui, même un peu plus peut-être, le taux de chômage était plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, voilà, c'était, disons que le film correspondait à un moment aussi de l'histoire de l'Europe. Et la ministre, voilà, effectivement, Rosetta l'a inspiré pour trouver en tous les cas le nom et donner une chance aussi pour le deuxième emploi. Et alors, est-ce que le cinéma peut changer le monde? C'était la grande question, évidemment, mais je répondrai brièvement en disant, sinon, pourquoi faire des films, je dirais. Moi, je le pense quand même, oui. C'est un espoir, en tous les cas, que quand un film changer le monde, pas au sens où les films de propagande, où la publicité veut changer les gens, changer les mentalités, et vous, quelque part, vous obligez à certains comportements. C'est pas ça que je veux dire quand je dis changer, ça veut dire que les spectateurs et les spectatrices dans la salle ont un moment de communication intense avec le personnage, avec l'histoire, mais avec les personnages. Et je me dis que ça trouble, ça, même si on n'aime pas le film. Moi, je pense que le principal, c'est que le film aime les spectateurs, c'est-à-dire leur permettre de changer, d'être troublés, de discuter après le film, de dire j'ai pas aimé cette fille, la caméra qui bouge, et l'autre qui dit mais oui, mais quand même cette fille, c'est quand même un peu nous aussi, puis pourquoi elle fait ça, elle veut se suicider, elle trahit son copain, c'est quand même dingue de faire ça. Pourquoi? Ben, vous voyez, que ça reste et que on vive avec le personnage. Et ça, je crois que les personnages de cinéma le permettent. On vit avec eux. Si c'est assez intense. Et dans ce sens-là, voilà, dans le sens où il y a interaction un spectateur, une spectatrice et le personnage, je pense que ça peut changer. Oui, ça peut faire vivre des choses, réfléchir, enlever certains préjugés. Vous n'avez pas vécu le moment où le cinéma, où il y a la lutte des homosexuels pour leur reconnaissance, des homosexuels hommes pour leur reconnaissance, mais il y a eu des films qui ont joué un rôle important. Voilà. Et ça, moi, je l'ai vécu et je sais que ça a joué un rôle. Donc, effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est des films de propagande, hein, parce que les films nazis, les films communistes soviétiques ont eu aussi un rôle, mais dans le sens où là, vraiment, c'est des films pour imposer des comportements. Ce sont souvent des films construits sur des stéréotypes, des mensonges. Hein, bon. Je ne parle pas de ça. Est-ce qu'on peut déjà éventuellement savoir qui voudrait poser une question en salle et on prend une autre question en ligne? Donc est-ce que, voilà, comme ça le micro descend vers vous, on prend la question en ligne et puis vous pourrez directement enchaîner. Ah, ok, très bien, pardon. Alors j'ai une autre question d'Antonio de Roumanie, du Pedagogical National College Constantin Bratescu. Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez choisi un personnage principal féminin? Ah, oui, c'est question roumaine. Pourquoi un personnage féminin? Oui, je ne sais pas, moi, je ne sais que. C'est difficile de vous dire, parce qu'elle est venue comme ça vers nous, mon frère et moi, on cherche. Voilà, ce serait mentir que de dire parce qu'on voulait parler d'une femme qui se bat, que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Je pense que, je ne sais pas, sans doute que pour nous, c'était une manière de... Parce que quand on est au chômage, quand on est viré d'un boulot, qu'on est une femme, déjà on gagne moins, c'est plus dur. Sans doute, elle était encore plus exclue qu'un homme. Sans doute, ça a dû jouer. Ça a dû jouer très fort. Voilà. Et puis, il y a le rapport à la mère. On n'aurait pas construit la même chose avec un garçon.
Et ça, on tenait beaucoup à ça, cette rivalité entre la mère et la fille. La mère qui accepte tout, qui a baissé les bras, qui boit. Je la condamne pas parce qu'elle boit, qu'elle baisse les bras, mais je veux dire, c'est la situation qui fait aussi qu'elle est emmenée là-dedans. Et que Rosetta, avec sa mère, sa mère, quand elle a mal au ventre, oui, mais moi aussi, oui, mais toi, je m'en fous, moi, je sais pas toi. Laisse-moi vivre, quoi, parce que sa mère, c'est un poids terrible. Hein. Et donc, je pense qu'il y a l'idée de la mère qui était là derrière, et je pense l'idée qu'une jeune femme, c'est un combat beaucoup plus dur, parce qu'elle est plus exclue qu'un jeune homme, à l'époque comme encore aujourd'hui. Moi bonjour, moi j'avais une question. Comment est-ce que vous avez fait pour diriger les différents acteurs, vu qu'ils n'avaient pas joué dans d'autres films? Ben, on a répété. Ben, quand vous faites un casting, vous recevez des jeunes. Bon, je prends Émilie, hein, Émilie de Kent pour Rosetta. Mais Émilie, voilà, il y avait une autre jeune fille qui nous intéressait aussi, mais on a choisi Émilie parce que, bon, premier casting, elle arrive, elle est habillée avec des talons, elle est très maquillée, les cheveux bien peignée, etc. Je ne dis pas qu'elle a une permanente, comme on disait à l'époque, mais elle est quand même très, très dans son rôle de jeune fille de la ville, un peu séductrice, voilà. Et on lui dit, enlevez vos chaussures. Ah, elle dit pieds nus. Ben oui, enfin pieds nus, ou elle avait peut-être des bas, je ne sais plus, mais en tous les cas, oui, sans chaussures. Hein. Enlevez ceci, enlevez cela. Je dis d'accord, mais elle n'était plus la personne qu'elle était dans la ville, dans la vie. Et ça, c'est important quand on prend un acteur non professionnel qu'on lui fasse quitter la vie qu'il a. Avec ses gestes, ses manières de regarder, etc. La coiffure, on fait comme ça, etc. Tout ça, il faut que ça parte. Donc, le premier jour de casting, on a fait ça, et puis on a joué plusieurs scènes, et elle était pas mal. On se disait, elle est pas mal, elle est bien, elle joue bien. Et elle avait la voix bien placée, c'est-à-dire pas seulement là, elle parlait pas à partir de là, mais à partir du ventre. Donc on sentait que la voix et le corps étaient en connexion. Donc, elle était bien, et on l'a fait revenir. Et ce qui a emporté le morceau, si je puis dire, c'est quand on lui a dit, vous vous souvenez de la scène avec le sac de farine? Eh bien, on n'avait pas le sac de farine pour répéter, on avait juste une table, comme ceci. Et elle tenait la table. Et moi, je faisais le boulanger. Impossible de lui enlever la table. Et je me battais avec elle et je tirais. Bon, impossible. Et elle disait non, non, les répliques qu'il y a là. Et on s'est dit ça, elle a une force terrible. Elle a une force terrible, et dans le regard. Puis son visage rougissait un peu. On dira, certains cinéastes diront, mais son visage rougit trop. Mais nous, c'est ce qu'on aimait. Qu'elle devenait rouge. Quand elle se fâchait ou qu'elle avait froid, voilà. Donc, on répète, hein, au casting, on fait les scènes, et puis on répète encore avant de tourner. Et c'est comme ça que... Et on répète surtout des choses physiques. Par exemple, Émilie n'aimait pas toucher les vers de terre et mettre dans les hameçons, etc. C'était pas son truc. Eh bien, voilà, on a répété tout ça. Courir, marcher, sauter les barrières, se battre avec Riquet. C'est quand même pas facile. Le mettre par terre, quand il vient avec sa moto, là, bon, tout ça, on répétait tout ça. Toutes les choses physiques. Le sac de farine avec Olivier, Courmet, voilà. Et quand on a répété ça, on a commencé à tourner. Et donc, les acteurs, ils deviennent acteurs en jouant. Et nous, je ne sais pas si on est des bons professeurs, mais en tous les cas, elle l'a appris avec nous, quoi. Elle n'est pas allée à l'école. Après non plus, elle a continué à jouer, mais elle n'est pas allée à l'école, hein, de cinéma, d'actrice, théâtre, cinéma. Voilà. Mais je ne critique pas les écoles, parce qu'il faut apprendre à respirer, à placer sa... Bon, c'est complexe aussi, le jeu, en théâtre, c'est autre chose. Donc je ne critique pas les écoles d'acteurs et d'actrices. Hein. Je dis simplement qu'elle l'a appris avec nous, quoi. Voilà. Avant de prendre une autre question en ligne, peut-être rebondir sur ce que certains appellent la méthode Dardenne, à savoir effectivement énormément de répétitions, mais aussi un tournage dans la chronologie ou quasiment dans la chronologie. Oui. C'est-à-dire on tourne le premier plan
Donc Rosetta qui passe qui ouvre les portes et tout dans l'usine, mais c'est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas pu le tourner en premier. Normalement, c'est comme, mais c'est vrai, je m'en souviens en parlant, on l'a tourné plus tard parce que l'usine était occupée par trop de... C'était l'été, comme on fabrique des friscots, des glaces, ben, ça tournait à plein rendement. Donc on a dû attendre. On a dû attendre d'approcher l'hiver, quoi. Fin d'automne, pour pouvoir tourner. Sinon, premier plan, premier jour. Voilà. Et puis on avance et le personnage, les acteurs évoluent en entrant dans le film comme cela. Et on sent que ça a une maturation, si vous voulez. Et pour nous, c'est bien aussi parce que on sent aussi que ça bouge et que on ose faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire, ou parfois on se dit, tiens, ce qu'on a fait parce que, si vous voulez, on garde, ça coûte un peu plus cher aussi, hein, parce qu'on garde les décors pendant 2 mois, le temps du tournage. Donc, et on ne peut rien bouger. Et parfois, on garde ce qu'on appelle le plafond technique, c'est-à-dire pas les lampes, mais tout ce qui va permettre d'accrocher l'éclairage. Donc ça, on garde. Donc il faut doubler ce qu'on appelle des boules à doux, enfin les structures métalliques. Aujourd'hui, c'est différent. Mais il fallait doubler la commande de structures métalliques pour conserver nos décors prêts à être, je dirais, à accrocher l'éclairage pour tourner. Et puis, il n'y a pas seulement que l'éclairage, il y a aussi tous les cartons, les mousses pour le son, etc. Donc, on garde nos décors tels quels pendant 2 mois et on y retourne. Donc, si on tourne la scène 1 dans le décor A et la scène 40 dans le décor A, ben, au moment où on tourne la 40, on retourne dans le A qui est prêt. Enfin, qui est prêt, disons que le matin, il s'agit d'ajouter ce qu'il faut ajouter, les éclairages, etc. Mais on est prêt à tourner. Et donc, nous, on se dit, finalement, la scène 1, on aurait pu la tourner autrement. Maintenant qu'on a fait 39 scènes, on se dit, tiens, elle aurait pu, hop, on refait le plan 1 en mettant un retake. Alors, nous avons donc une autre question sur l'inspiration du film. Est-ce que le film a été créé sur une histoire de la vie réelle, donc de Nina, de Slovaquie? Et également une question de Guijon en Espagne pour savoir si le personnage de Rosetta a été inspiré et basé sur un personnage de Kafka du château. Est-ce que c'est exact? Non, c'est parce que j'en parle. Non, parce qu'elle est exclue comme K avec le château. C'est pour ça qu'elle dit ça, enfin, personne espagnole ou tchécoslovaque ou tchèque. C'est pour ça qu'elle dit ça sans doute. Mais non, j'y ai pensé comme ça en écrivant avec mon frère, oui. Mais je dirais que elle est inspirée par personne, mais il y a deux personnages quand même, un du cinéma et de la littérature dont on a beaucoup parlé, mon frère et moi, quand on pense à Rosetta. Le premier, c'est un personnage du cinéaste Van der Keuken, personnage de documentaire. C'est une fille, c'est dans L'âge glaciaire, documentaire de Johan van der Keuken. Et il y a une fille qui est une fille de documentaire, hein, une fille qu'il a rencontrée, je ne sais, c'est à Groningen, je crois, à Groningen en Hollande. Et cette jeune fille travaille dans une industrie d'ailleurs de glace, mais c'est tout à fait différent. Mais à un moment donné, il y a une scène magnifique parce que cette fille ne sait pas lire. Et elle apprend à lire en lisant à la caméra une lettre qu'elle reçoit de son, appelons ça son fiancé, et c'est une fille qui a 15-16 ans, et elle essaye de lire la lettre que lui a écrite ce garçon qu'il aime. C'est magnifique. Et donc, ça, on s'est inspiré un peu de cette fille, voilà. Et alors, d'un personnage, dont j'espère ne pas me tromper, d'un écrivain allemand, non, d'un écrivain russe, réfugié à Berlin, qui s'appelle Gorenstein. Le prénom, j'ai oublié. Et il raconte l'histoire. Le roman s'appelle Le Rachat. Et là, il y a une fille qui a l'âge de Rosetta et qui vit dans la neige avec sa mère qui est prostituée, qui se prostitue de temps en temps, en tous les cas. Et cette fille voudrait renier enfin,
fantasme sur son père qui était un soldat de l'armée rouge important, enfin, qui a été un héros de Stalingrad, et elle a honte de sa mère, et quand les soldats russes arrivent dans le village, elle s'habille, etc., elle drague un soldat, mais il y a un pouls qui quitte ses cheveux et qui descend sur sa nuque. Et le soldat voit qu'il y a un pouls qui n'est pas petit, et elle a honte, évidemment. Et elle s'en veut à mourir d'avoir vécu cela. Et elle part dans les camps, elle part dans la neige et tout, et elle râle, elle rage, elle déchire sa robe. Et elle avait une virulence. C'est une fille, voilà, son énergie, sans doute, a joué un peu quand on a pensé à Rosetta. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ici, en hauteur? Oui, j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur le cinéma français et européen d'aujourd'hui. Je ne veux pas critiquer le cinéma, mais je trouve que le cinéma européen est bien parce qu'il est divers et que c'est bien de pouvoir tourner dans une langue qui est sa langue ou une autre langue, mais qu'il y en ait plusieurs. Notre cinéma a un rapport à la réalité. Il est moins fantasmatique que le cinéma américain, que j'aime beaucoup aussi. Mais nous, en Europe, on a plusieurs langues, un film roumain, un film tchèque, un film espagnol, pour parler des trois personnes qui ont posé des questions. Ben, Almodovar tourne en espagnol, Mungiu tourne en roumain. Voilà, vous voyez, nous, on tourne en français, les Français tournent en français. Bien sûr, il peut y avoir d'autres langues qui apparaissent dans un film, hein, que la langue maternelle du réalisateur ou de la réalisatrice. Hein. Mais il y a un rapport à la réalité qui est différent, et je trouve que ça, c'est bien. Moi, j'aime bien entendre parler une autre langue dans un film. Voilà, une autre langue que la mienne, avec des gens qui... Bon, parfois, les scénarios sont construits sur des incompréhensions de langue. Aussi, ont des difficultés à communiquer à cause de la langue. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, je dirais que le cinéma européen, il me semble qu'il se porte bien, mais évidemment, comme vous savez, tout le problème aujourd'hui, c'est le problème des salles de cinéma. Ici, vous êtes dans une salle qui marche à merveille, dans un complexe de salles qui marche très bien. Il y a des cinémas qui souffrent un peu plus parce qu'il y a effectivement les plateformes qui sont là, il y a eu le Covid. Enfin, je pense qu'on retrouve tout doucement notre public. En tous les cas, ici, Nicolas et Eric, le directeur, vous diront qu'ici, on le retrouve. Mais c'est sûr qu'il faut que le cinéma européen se batte et continue à se battre pour les salles de cinéma, parce qu'on voit un film en salle de cinéma. C'est là qu'on se tait, qu'on est en silence à plusieurs et qu'on regarde un écran plus grand que soi et qu'après on parle du film. Mais voilà, parce que regarder le film à plusieurs, ça, moi j'ai des enfants, enfin maintenant ils ont dépassé votre âge, mais je sais comment on regarde un film à 5-6 avec un écran, quoi. Haha, hihi, tac, on se lève, avec un écran, je veux dire, d'ordinateur. Bon. Donc ici, je crois que la salle reste un lieu, je dirais, c'est le sanctuaire du cinéma. Voilà. Il y a déjà une question ici. Bonjour. Je voulais savoir, dans mon film, souvent vous travaillez avec des acteurs qui n'ont jamais joué avant. Et est-ce que vous préférez, c'est quoi la différence en fait de travailler comme ça? Non, je préfère pas. On a été très heureux de travailler avec Marion Cotillard, avec Cécile de France, voilà, par exemple, avec Adèle Haenel. Donc non, mais c'est pas tellement différent en fait. On est très attentif aux détails, aux gestes, aux regards, aux mouvements de la tête, du corps, des mains. C'est pour tout le monde. Et c'est ça les grands acteurs. Je prends le cas de Marion Cotillard. Elle a compris ça tout de suite. Elle n'a pas dit, moi, je vais jouer autrement. Elle a dit, comment faire pour jouer comme elle me le demande. Et elle s'est offerte, si je puis dire, pour jouer comme ça. Elle a regardé nos films aussi, je pense, et tout. Elle a essayé de voir. Donc, la seule différence, en 2 mots, c'est qu'un acteur non professionnel, il faut qu'il oublie sa vie. Un acteur non professionnel, donc il faut qu'il oublie sa vie.
Hein, il y a des gestes dans la vie qu'elle fait. Bon, il faut ça, non. Il faut que le corps devienne passif. Il ne faut pas qu'il commence à exprimer trop. Donc, et dans la vie, on exprime plus. En tous les cas, c'est comme ça que nous, on filme les acteurs. Hein. Il y a d'autres cinéastes qui font autrement. Et qui aiment bien que les acteurs, que ça bouge plus, qu'il y ait plus d'expression. Bon. Nous, on demande qu'ils jouent moins, si je puis dire. Et les acteurs professionnels, on dira, attention à votre technique, vous avez de la technique, on le sait, mais si on vous demande de prendre une tasse de café et en même temps une lettre et de lire la lettre tout en buvant le café, votre technique va vous permettre de faire ça de manière très aisée, reposer la tasse, reprendre Non, non, on voudrait que vous lisiez la tasse de café, vous la buvez en même temps que vous lisez à haute voix la lettre. Ah, bon, ok, alors je bois. C'est un peu plus complexe, mais c'est ça qu'on veut. Hein, parce qu'il y a moyen de boire la tasse, la reposer, lire, reprendre la tasse. Bon, voilà. Donc, on demande à un acteur professionnel de ne pas se reposer sur sa technique, de ne pas trop se reposer sur sa technique, même si évidemment il le fait aussi. Hein. Voilà. Oui, alors justement sur l'expressivité de Rosetta, on a une question de Croatie, de Vedran, sur la nature sauvage de Rosetta, si elle a été intentionnellement soulignée dans le film comme une expression de son mécontentement, ou est-ce qu'elle représente simplement l'instinct animal qui lutte pour sa survie? Mais, Vedran, je dirais un peu des deux. C'est sûr qu'on a, je le disais tout à l'heure, c'est une petite guerrière pour nous, c'est un soldat. Mais un soldat, vous avez dû remarquer qu'elle se bat pour ses droits, hein, pour sa vie, mais en même temps, elle est prête à laisser mourir son copain, si je puis dire, et elle le trahit. Donc, en même temps, elle se bat, mais en se battant seule, parce qu'elle pense qu'on ne peut se battre que seule, elle devient un bon petit soldat du capitalisme sauvage. Elle est prête à beaucoup de choses. Elle va comprendre qu'elle a un ami. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'elle ne va pas se suicider. Ça, nous le savons. Lui ne le sait pas, mais... Donc, elle va trouver un ami. Donc, c'est ça qu'elle découvre, finalement, au bout du film. Et c'est ça qui enlève un peu la sauvagerie de son combat. Solitaire. C'est là son erreur, si je puis dire. Hein. Mais en même temps, elle est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est en rivalité les uns avec les autres. On nous met en rivalité. Je ne dis pas que dans vos écoles, c'est le cas, mais... quand même, on vit dans un climat de compétition, de concurrence, de rivalité beaucoup plus grande, encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc, il y a cet aspect instinct, si vous voulez, effectivement, de se battre contre quelqu'un pour arriver à avoir la place. Hein? Et il y a le fait aussi que ça correspond à une réalité. Et vous avez vu, sans doute, mais la mise en scène. Je prends l'exemple avec le sac de farine. Plusieurs fois dans le film, Rosetta, elle le dira d'ailleurs, elle veut une vie normale. Et elle doit prendre la place de quelqu'un. La place de Riquet, évidemment, hein, dans la scène où Riquet se fait expulser dehors, mais aussi quand elle prend la place de la fille qui a un bébé hein, dans la boulangerie. Vous avez vu, on met la fille là et Rosetta va chercher le sac de farine et la fille, elle la pousse un peu. Elle l'est un peu. Et ça, on voulait montrer que ça fait partie justement de cette société dans laquelle on est, où on se bat et qu'on prend la place de l'autre. Voilà. Et elle voit le monde comme ça, Rosetta. C'est tout ce qu'elle sait. Et là, dans le film, elle apprend qu'on peut avoir un ami, qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui est en train de vouloir vous gruger ou prendre votre place ou profiter de vous. Hein. Ça, elle pense à un autre, pour Rosetta, c'est toujours un adversaire, jusqu'à la quasi-fin du film. Est-ce qu'il y a encore une question en salle? Ouais, déjà bonjour. Je voulais juste dire que normalement... Vous êtes où? Je suis là. Ah, ouais, d'accord. Alors, je veux juste dire que normalement, il y a toujours ou des bonnes fins ou des mauvaises fins à un film.
Et on s'y attend aussi toujours, et il y a la musique à la fin et tout ça. Et là, on a vraiment, on dirait qu'en plein dans le film, ça s'arrête et que directement, on a, ouais, voilà. Exactement, vous avez raison, c'est ça. Et je voulais savoir si c'était, il y avait un certain message à transmettre avec cette Mais fin. c'est une manière de vous laisser avec le personnage. De sortir de la salle avec le personnage dans la tête. Mais pour nous, Rosetta, elle a accompli son parcours. Comme je disais, elle qui a tout le temps, qui s'est battue, qui a pris la place de Riquet, qui a pris la place de la fille, d'abord dans la boulangerie, puis qui prend la place de Riquet grâce à une trahison, quand même, c'est un ami qu'elle trahit, eh bien, au bout du compte, elle est devenue une autre. Elle est capable, elle pleure, elle regarde Riquet, et on peut penser que la vie a changé, va changer. Elle va pouvoir, comme elle l'a rêvé à un moment donné, quand elle est seule, elle dit « j'ai un ami, je ne tomberai pas dans le trou ». Mais effectivement, elle a un ami. Voilà. Et donc, il nous semble que c'est fini. Mais c'est sûr qu'on peut continuer. Hein. C'est sûr. Mais je ne sais même pas si on peut appeler ça une fin ouverte. Mais bon, c'est une fin, c'est-à-dire pour nous, finir un film, c'est aussi une manière de dire « eh bien oui, c'est fini, mais ça reste, il reste avec vous, spectateur, spectatrice, le personnage. Il reste avec vous. » Est-ce qu'on a encore une question en ligne? Oui, alors peut-être que ça va être la dernière parce qu'effectivement, on va terminer. Mais je suis obligé, parce que j'ai malheureusement mon père hospitalisé, donc je suis obligé oui, d'aller à l'hôpital. Oui. Donc merci et désolé si on n'a pas pu poser toutes vos questions. En tout cas, on les transmettra à Luc. Donc une dernière question de Rebecca d'Allemagne, non pardon, de Roumanie. Alors, de quelle manière pensez-vous que le film reflète la société et la culture belge et qu'espérez-vous que les spectateurs en retirent? À Rebecca de Roumanie. Roumanie, c'est un pays de cinéma. Comme en Iran, ils aiment le cinéma en Roumanie, comme dans d'autres pays. Mais bon, alors, qu'est-ce que le spectateur doit retenir? Moi, j'en sais rien. Je dirais, on est un peu responsable de la vision qu'on a d'un film. À un moment donné, moi, je n'ai pas vraiment de leçons à donner, mais moi, je dirais que j'espère que les spectateurs et les spectatrices ont vécu un moment avec cette fille et tous ces combats, ces oppositions, ces actes qu'on peut apprécier, d'autres dont on s'éloigne. Bon, parce que c'est pas parce que votre mère vous jette à l'eau que vous devez laisser mourir un gars dans l'eau. Hein. C'est pas une excuse, si je puis dire. On peut comprendre des choses, mais quand même. Donc, il y a des actes qu'elle commet qu'on trouve admirables, d'autres moins. Mais j'espère que le spectateur et la spectatrice gardent l'idée de quelqu'un qui est dans la société et qu'on ne voit pas. Et que là, on le voit dans le film. C'est-à-dire, nous, notre idée, c'est un petit peu les gens invisibles ou quasi invisibles. Eh bien, on les met au centre de notre écran, de notre cadre, de notre écran de caméra, et donc d'ici, puisque c'est le même. Et ça, moi, voilà, c'est ce que je me dis, que j'espère que les personnes qui voient le film se disent, tiens, ça existe, elle existe, Rosetta. Elle existe, même si dans la réalité, vous ne l'avez pas rencontrée, mais vous allez peut-être la rencontrer parce que à travers le prisme de cette fille de cinéma, de ce personnage, je sais pas, ça change un peu le regard sur la réalité. C'est ça que j'espère, et que vous ayez plus de compassion, plus de solidarité, plus d'amitié, de considération pour ces gens qui vivent en marge et qui n'ont pas choisi la marge, mais qui sont marginalisés. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et en même temps, parce qu'un film est un film, c'est aussi une œuvre d'art, un film. Et donc, qu'il y ait aussi un intérêt pour le film lui-même, pour la manière dont il est fait, même s'il vous apparaît, comme vous venez de le dire, concernant la fin, comme très différent de ce que vous êtes habitué de voir. Mais c'est ça qui est bien. Et aujourd'hui, si j'ai un truc à dire, moi, parce que j'ai donné cours pendant un certain nombre d'années, c'est que il faut pas tout le temps être dans le confort. Le conformisme, c'est la pire des choses. Il faut aller voir des films qui vous bousculent. J'ai pas aimé, c'est rien. J'ai pas compris si je sais ce truc. Il faut quand même aller le voir. Mais aujourd'hui,
c'est plus difficile. Je trouve que la jeunesse est mieux le confort. Voir les mêmes choses. Et c'est normal aussi, hein, on aime être bercé. Mais voilà, si j'ai un truc à dire, c'est que le film aussi vous aide à voir d'autres films que ceux qu'on voit tout le temps, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup et merci à toutes les classes donc, qui ont participé en ligne et merci au public.